Alors, bonjour tout le monde. Bien content de vous retrouver pour un autre midi-conférence. Alors, je tiens toujours à rappeler, c'est un travail d'équipe. C'est souvent Suzy et moi qui sommes devant la caméra, mais il y a plein d'autres personnes qui ont contribué aux études que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous allons vous les présenter à trois. Donc, Tommy Gagné-Dubé se joint à Suzy Saint-Cerny et moi-même pour cette présentation. Donc, on avait débuté une analyse des dépenses fiscales là, dans la foulée du budget du Québec, dans lequel le ministre des Finances avait dit que avait indiqué son intention de revoir les mesures fiscales, leur efficacité. Donc, au début, il y a quelques semaines, on a présenté quelques études. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui dans cet exercice-là. Donc, aujourd'hui, on aborde plus particulièrement des mesures qui touchent l'impôt sur le revenu, plus particulièrement les mesures pour les familles, ainsi que les mesures pour les aînés. Mais on touchera également la pertinence d'ajouter, puisqu'il y en a déjà certaines mesures qui fonctionnent comme ça, d'ajouter des mesures qui pourraient être modulées en fonction du revenu. Donc, c'est essentiellement l'exercice que nous allons faire durant ce midi conférence. Évidemment, j'aime bien ça, débuter par une mise en contexte. Alors, en voici une. Donc, je vous rappelle que dans le cadre des travaux, comme je viens de vous dire, qu'on a commencé à analyser les mesures fiscales, eh bien, nous avons une page web qui est dédiée à ça, où on explique en quelques mots un peu la démarche qu'on a fait. On a également un document ou un simulateur ou un outil, je pense que l'outil sera le meilleur mot, sur lequel vous pouvez recenser la totalité des mesures fiscales, mais vous pouvez les classer selon leur nature, selon les impôts, selon des options, est-ce qu'elles pourraient être resserrées ou non. Donc, l'outil permet un peu de faire le tour là-dedans. Et donc, on poursuit dans cette perspective-là. Donc, voici la liste des 7 études que nous avions publiées avant aujourd'hui. Donc, on avait publié ça dans les dernières semaines. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec 4 nouvelles études que nous allons vous présenter. Je laisse Je commence Suzy à vous beaucoup. parler. Excuse-moi, Oui. j'avais oublié mon micro encore une fois. Donc, je commence à vous présenter une des études publiées aujourd'hui. Donc, c'est sur des mesures socio-fiscales qui sont là pour les familles. Avant de vous présenter celles qu'on a analysées, on fait un court portrait des mesures fiscales qui sont associées à la famille. Donc, dans la documentation des dépenses fiscales, il y a une dizaine de mesures qui sont associées aux familles. Si on fait la somme des dépenses fiscales associées à ces mesures-là et qu'on regarde leur évolution, mais ce qu'on voit, ici, ce qu'on vous présente, c'est ces mesures-là en pourcentage, donc leur poids dans l'ensemble des dépenses fiscales pour les particuliers. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2014, grosso modo, c'est quelque chose qui est assez stable en termes de poids. Si on les regarde en dollars ou même en dollars constants, on verrait une croissance annuelle autour de 2,7 % en moyenne, mais en termes de poids sur les dépenses fiscales aux particuliers, c'est relativement stable. On est à quelque chose comme 14 %, 13,9 en 2024, et c'est la moyenne sur les années qui sont présentées à l'écran. C'est aussi le même chiffre en moyenne. Donc, c'est juste un petit portrait d'ensemble des mesures fiscales. On n'analyse pas les 10 mesures. Les mesures qu'on regarde dans le document plus en détail, c'est l'allocation famille, qui est un crédit remboursable, donc qu'on paie ou non des impôts. On a droit à ça si on a des enfants. Il est composé d'un montant de base et de 3 suppléments. Il y a 2 suppléments qui sont pour les enfants handicapés. On ne les traite pas dans l'analyse. On ne touche pas à ces mesures-là. On regarde plutôt les 2 autres. Je vais vous en parler tout de suite après. On analyse le crédit pour frais de garde, qui est un autre crédit remboursable, dont le coût est évalué à 938 millions de dollars pour 2024. Et des aides fiscales aux projets parentaux qui sont analysées aussi, le crédit pour frais d'adoption, le crédit pour traitement d'infertilité. J'en dis pas plus, Luc va vous en parler un petit peu plus tard.
Donc, l'allocation famille. L'allocation famille, dans son ensemble, c'est parmi toutes les dépenses fiscales, c'est la troisième la plus importante. C'est 3,5 milliards de dollars qui est, qui est consacré à l'évaluation du coût des mesures liées à l'allocation famille. Les éléments qu'on couvre dans l'analyse, c'est le supplément pour l'achat de fournitures scolaires. Rapidement, ce que c'est, c'est un montant pour chaque qui est versé une fois par année de 121 $ par enfant âgé de 4 à 17 ans. Donc, c'est un montant universel qui est le même pour toutes les familles, peu importe le revenu. L'allocation famille, qui est le plus gros morceau, c'est de son côté, c'est un montant qui est offert par enfant, un montant égal selon le nombre d'enfants, qui est d'un maximum de 2 923 $ en 2024, qui est réductible lorsque notre revenu familial net dépasse un certain seuil. Dans le cas du couple avec enfants sur le graphique, c'est 57 800 $. Pour une famille monoparentale, ce seuil-là est plutôt de 42 000 $. Dès qu'on dépasse ça, l'allocation qu'on reçoit va être réduite de 4 de 4 sous pour chaque dollar qui dépasse ce seuil-là, jusqu'à ce qu'on atteigne un minimum qui est de 1 163 $ par enfant, donc 2 enfants, 2 328 $. C'est ça l'allocation famille, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il y a donc 3 zones précises dans cette allocation-là. Donc, ce que j'ai tracé ici, c'est la même chose. Un montant maximum, une zone où c'est réduit et une zone où on atteint un minimum. Donc, il y a donc 3 zones, la zone maximum jusqu'au seuil de réduction et la zone minimum jusqu'au seuil d'atteinte du minimum. Et entre les deux, on reçoit bien sûr quelque chose entre les deux en fonction de notre revenu. C'est donc les 3 zones. Où est-ce que se situe, dans l'analyse, on vous montre où se situent les familles au Québec. Dans l'ensemble de toutes les familles québécoises qui reçoivent l'allocation famille, il y en a 19 % qui reçoivent le maximum. Il y en a 38 % qui reçoivent le minimum et il y en a 43 % qui se situent entre les deux, donc qui sont dans la zone où l'allocation est réduite. Ça, c'est pour l'ensemble des familles. Si on regarde les mêmes données en fonction du nombre d'enfants, bien sûr, ça va se répartir différemment. C'est ce que je vous montre ici. Donc, si on a à un extrême 4 enfants et plus, là, les calculs ont été effectués pour 4 enfants, mais il y a 32 % qui en reçoivent le maximum des familles de 4 enfants, 63 % qui sont dans la zone de réduction. Bien sûr, plus on a d'enfants, plus le montant qu'on reçoit est élevé et donc plus la réduction va s'étaler sur une longue zone de revenus. Dans le graphique, on voit, c'est tout petit, là, mais on voit où est-ce qu'il y a le plus de familles au Québec. Donc, il y a 43 % des familles qui reçoivent l'allocation famille qui ont un seul enfant et 40 % qui ont 2 enfants. Fait que c'est là où se situe le plus grand nombre de familles au Québec. Voici pour les données d'utilisation. Une fois qu'on a dit ça, vous comprenez à peu près comment fonctionne le crédit. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos options de politique? Bien, avant de présenter les options, on est allé voir qu'est-ce qui s'était dit précédemment. La Commission d'examen sur la fiscalité québécoise en 2015 avait proposé d'éliminer la portion universelle du crédit. Par contre, elle proposait aussi de donner davantage d'argent aux gens à revenus moyens, donc en changeant le taux de réduction de 4 à 3 %. Donc, ça réduit plus lentement. La chaire en fiscalité et finances publiques, à plusieurs reprises, a aussi écrit sur le crédit. On a fait des propositions aussi sur la portion universelle, aussi sur le taux de réduction. Donc, je vais vous résumer nos propositions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on règle rapidement le supplément pour fourniture scolaire, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit universel pour tous. On pense qu'il pourrait lui aussi s'ajouter au reste et être réductible en fonction du revenu. Concernant la portion universelle, on a de ce côté-là vu et analysé plusieurs options que je vais vous présenter. Donc, il y a plusieurs options possibles. La première option, c'est d'y aller assez simplement en éliminant le montant minimum. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'à partir du moment où on surpasse le 57 000 pour un couple avec 2 enfants, le taux est réduit au taux de 4 %, mais on n'arrête pas à un minimum. On continue à réduire l'allocation famille jusqu'à l'atteinte
de zéro, finalement, jusqu'à son élimination complète. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui la reçoivent? C'est que ceux qui sont entre, dans le cas de mon couple avec d'enfants, le seuil où j'atteins le minimum 145 000 ici, jusqu'à 203 000 et plus, les gens auraient moins que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on se rendrait à zéro. Petite parenthèse, l'allocation canadienne pour enfants fédérale, dans son cas, il n'a pas de minimum, elle fonctionne comme ça, donc elle est réduite jusqu'à zéro. Donc, ça, c'est la première option, se rendre jusqu'à zéro. La deuxième option, c'est de ne pas éliminer complètement le minimum, mais de le réduire substantiellement. Dans ce cas-là, on le réduit jusqu'à 500 $ par enfant. Donc, ici, dans mon exemple, j'ai 2 enfants, je suis donc à 1 000 $. Ce qui veut dire, cette fois, ici aussi, les gens vont recevoir moins une fois dépassé le seuil d'atteinte actuel du minimum, donc vont recevoir moins dans cette zone-là. Par contre, ils vont continuer à recevoir un montant minimum qui va rester universel ici aussi. Il y a d'autres options. Les prochaines options visent de ce côté-là à bonifier un peu l'allocation, à bonifier l'allocation famille pour les ménages à revenus moyens, disons-le comme ça. Donc, on élimine le montant minimum, mais une partie des économies qui sont générées par cette élimination-là vont être redonnées aux familles à revenus moyens. Donc, on diminue le taux de réduction, ce qui fait en sorte que la réduction est plus lente. Donc, la zone que j'appelle, qui est nommée A ici, sont la zone où les gens recevraient davantage que ce qu'ils reçoivent aujourd'hui. Donc, entre le seuil de réduction et le seuil d'atteinte du nouveau minimum, il y aurait des gagnants. Et suite à ça, les gens recevraient moins que ce qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ça, c'est l'option avec un taux de réduction à 3 %. On pourrait amenuiser cette bonification-là, mais bonifier encore en mettant un taux de réduction de 3,5 %. Donc, vous voyez que la zone de gagnant, la zone A, elle est encore là, mais elle est moindre. Si je synthétise l'ensemble des propositions pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de coûts ou d'économie, dans le cas de l'élimination des montants minimums, on a une économie de 340 millions. Donc, ça, c'est l'option, je dirais, qui diminue davantage le coût. L'option où on élimine les minimums, mais qu'on utilise pour bonifier l'allocation famille avec un taux de réduction de 3 %, dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est presque à coût nul parce que l'économie n'est que de 17 millions par rapport à l'autre, c'est peu. Et entre les deux, on a des options qui nous amènent à une économie entre 190 et 200 millions, donc à peu près équivalent, mais qui sont deux façons de voir différentes. Ici, on garde un minimum. Ici, on élimine le minimum, mais on redonne un peu aux familles à revenus moyens. Qu'est-ce que ça donne en termes de gagnants et perdants? Dans les deux premières options, où on élimine ou on réduit le minimum sans bonifier, il n'y a pas de famille gagnante. Il y a 2/3 des familles qui ne verraient aucun changement à leur allocation famille et il y a 1/3 des familles qui recevraient moins aujourd'hui que ce qu'elles recevaient qu'est-ce qu'elles reçoivent actuellement. Donc, c'est 1/3 des familles. Ici, c'est le même tiers, sauf qu'elles perdent un peu moins que dans la première option. Dans le cas de la bonification, bien sûr, on voit que ce qu'on offre, ce qu'on propose comme bonification fait qu'il y a presque la moitié des familles qui se retrouveraient gagnantes, 25 % qui se retrouvent sans changement et à peu près un quart qui se retrouvent en recevant moins que ce qu'elles reçoivent aujourd'hui. Donc, c'est grosso, je vous résume très brièvement ce qu'on a fait ce qu'on propose pour l'allocation famille. Si je passe à la deuxième mesure qui est traitée, qui est le crédit pour frais de garde. Le crédit pour frais de garde, à quoi il sert? Il sert à reconnaître ou à aider les parents à payer les frais de garde pour leur permettre soit d'étudier ou d'aller sur le marché du travail. Ce crédit pour frais de garde-là, il est remboursable, donc il est offert pour les enfants âgés d'au plus 16 ans pour des frais de garde qui sont non subventionnés avec un maximum de frais de garde admissibles. Donc, il y a un plafond pour ces frais de garde-là. Je vous rappelle que ça coûte 940 millions, ce crédit-là.
Quel est le taux de remboursement offert par le crédit? Bien, c'est ce que je montre dans ce graphique-là. Donc, en fonction du revenu net familial, qui est sur l'axe ici, le taux, c'est la ligne turquoise de crédit, va aller de 67 au minimum jusqu'à un maximum de 78 pour les familles avec un revenu familial le plus bas. Je vous ai mis en parallèle la ligne orange qui était les taux de remboursement qui existaient avant 2021, moment où il y a eu une bonification. On voit donc qu'il y a eu une forte bonification. Si on se remet dans le contexte de l'époque, on était dans un contexte où la pénurie de places en service de garde était criante et le gouvernement a voulu de cette façon-là aider financièrement les familles à atténuer le coût net de garde étant donné la pénurie. Il y avait aussi un objectif de rendre plus neutre le choix plus neutre financièrement, le choix entre le service de garde à contribution réduite et une place en garderie non subventionnée. À cette époque-là, il avait été évalué que lorsqu'il y avait un seul enfant en garderie, c'était relativement neutre en termes de coût net, du moins pour une bonne part des familles. On a montré par la suite que cette neutralité-là était moins évidente quand il y avait plus qu'un enfant, mais c'était un des objectifs qui était indiqué à l'époque. Donc, on est à ces niveaux-là. Dans l'analyse, on a plusieurs données d'utilisation qui sont détaillées. Je vous donne quelques constats qu'on fait à partir de là. D'abord, concernant cette fameuse neutralité entre le choix du service de garde, elle est beaucoup moins évidente en 2024, étant donné l'évolution et des plafonds, etc. Donc, on réalise que c'est moins évident si on a plus qu'un enfant, si on est une famille monoparentale, c'est plus difficile à trouver cet élément de neutralité. Pour ce qui est de l'utilisation selon le revenu des familles, les familles qui utilisent davantage le crédit pour frais de garde ont des revenus entre 50 000 et 150 000 environ. Les utilisateurs du crédit, ils sont répartis, l'utilisation qu'ils font du crédit est à peu près la même en termes d'utilisateurs que de coûts. Donc, si les familles en bas de 50 000 utilisent 20 du crédit, ils vont utiliser à peu près 20 du coût. Les chiffres ne sont pas tout à fait ceux-là, là. Donc, c'est relativement similaire, sauf pour les familles les plus nanties, où on note que, par exemple, les familles de 250 000 et plus représentent à peu près 6 mais utilisent 8 du coût. Ce n'est pas une grosse différence, mais financièrement, on voit quand même une différence à cet égard-là. Donc, une utilisation, une accaparation. Ils s'accaparent d'une plus grande part du coût que ce qu'ils représentent dans les familles. Finalement, on a regardé ce qu'il y en est pour l'utilisation des crédits pour frais de garde pour les enfants de 15 et 16 ans. Donc, il y a peu de familles, mais encore là, il y a un petit peu plus grand pourcentage chez les familles plus nanties qui utilisent des frais de garde pour les enfants de 15 et 16 ans. Quelles sont nos recommandations ou nos options politiques suite à ça? Il y en a deux principales dont je vous parle aujourd'hui. C'est de faire passer l'âge maximal d'admissibilité au crédit pour frais de garde de 16 à 14 ans. C'est un peu difficile de penser que c'est nécessaire pour que des parents aient travaillé ou qu'il faut les aider d'offrir des frais de garde pour les enfants de 15 et 16 ans, sachant notamment qu'il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont eux-mêmes sur le marché du travail. Certaines données montrent bien qu'il y a un pourcentage assez élevé d'enfants d'âge scolaire du secondaire qui vont être sur le marché du travail. Donc, notre proposition, c'est que, sauf pour les enfants en charge en raison d'une infirmité mentale ou physique, on ferait passer l'âge maximal de 16 à 14 ans. Une autre proposition, c'est un retour à une plus grande progressivité. Pour ça, on change un peu les taux de remboursement proposés pour le crédit, mais uniquement pour les familles dont le revenu net familial est d'au-delà de 200 000. Donc, on crée deux catégories qui feraient passer le taux de 67 à 65 dans un cas et à 60 au-delà de 250 000 de revenus familial. Je vous rappelle que les taux étaient de 26 avant 2021. Donc, voilà. Parfait. Je prends le relais un peu pour vous parler des aides fiscales pour les projets parentaux. Donc, des crédits d'impôt pour frais d'adoption qui existent depuis 1994. Pour le crédit pour frais d'adoption,
faut quand même signaler aussi qu'il y a un équivalent dans le régime d'imposition fédéral et que depuis 2000, il y a aussi un crédit d'impôt au Québec qui n'a pas d'équivalent au niveau fédéral, qui est le crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité. Je vous montre les similitudes entre ces deux crédits-là. Donc, évidemment, avant la mise en place du crédit pour infertilité, il n'y avait pas de similitude, il existait seulement le crédit pour adoption. Mais dans la période qui a suivi, durant les 14 ans qui ont suivi, de 2000 à 2014, grosso modo, les paramètres étaient les mêmes. Donc, le maximum des montants qu'on pouvait mettre, le taux du crédit, etc. Les paramètres étaient les mêmes. Depuis 2015, il y a eu quelques changements, donc il y a des paramètres qui sont différents. Je vais vous les montrer davantage ici. Donc, il reste des similitudes. Les deux, c'est des crédits remboursables. Les deux ont le même maximum des dépenses admissibles, mais le taux, alors que pour l'adoption, c'est un taux de 50 sans égard au revenu familial. Du côté du crédit pour infertilité, le taux est beaucoup plus généreux pour les gens à faible revenu et diminue, donc passe de 80 à 20 selon le revenu familial. Et ce taux-là peut même différer selon qu'on a un parent seul ou on est en couple, alors qu'il n'y a pas cette distinction-là pour les frais d'adoption. Et un dernier élément de distinction aussi, on peut demander des versements anticipés pour le crédit pour infertilité, mais on ne peut pas en demander pour le crédit pour adoption. Donc, dans un contexte de rendre un peu les... Parce qu'on pense qu'il y a quand même une similitude pour les projets parentaux entre adopter et avoir des traitements d'infertilité. Donc, on propose d'appliquer la même table ou la même logique de taux réductible de crédit pour les deux mesures et donc de modifier le crédit pour frais d'adoption. On pense que les montants, là, le 20 000 ça fait un certain nombre d'années que ça n'a pas été indexé. On pense que ce montant-là devrait être indexé pour les deux crédits, le maximum des frais admissibles. Et dans un contexte où, au fil des années récentes, le droit québécois a maintenant reconnu le recours aux mères porteuses. On pense qu'une aide fiscale à la gestation par autrui devrait également être rendue possible. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait une symétrie entre le crédit pour adoption, le crédit pour infertilité et le crédit pour gestation par autrui. Donc, c'est un peu la logique un peu de notre réflexion autour des mesures liées aux projets parentaux. Donc, je poursuis avec, on change de registre manifestement, mais on reste dans les mesures pour les familles. On s'en va pour les régimes enregistrés d'épargne-études et on va regarder plus précisément l'incitatif québécois qui est offert pour l'épargne-études. Donc, une deuxième analyse que nous avons faite. Donc, ça fait longtemps que le régime enregistré d'épargne-études existe depuis 1972, à vrai dire, tant dans le régime d'imposition fédérale que Québec. Dans les deux cas, là, les revenus de placement générés à l'intérieur du régime sont non imposables. Ça, c'était la caractéristique essentielle depuis le début. Au fil des années, à partir de la fin des années 90, Ottawa a mis une subvention pour inciter davantage les gens à mettre de l'argent dans l'épargne-études. Un bon Canadien d'études en 2004. Québec s'est ajouté en 2007 avec un incitatif québécois pour l'épargne-études. Actuellement, le Québec est la seule province à offrir un incitatif lorsque les familles cotisent au régime enregistré d'épargne-études. Et cet incitatif-là, qu'on va analyser dans les prochaines diapos, a un coût de 161 millions de dollars. Ici, ce que je veux vous montrer d'abord dans ce graphique-là, c'est qu'il faut quand même reconnaître un changement assez spectaculaire. Là, je ne vous montre pas les 10 provinces, mais je vous montre Québec, Ontario, Canada. Mais je peux vous dire qu'en 2000, le Québec était la province avec le plus faible taux de participation au régime enregistré d'épargne-études. Et à la fin de l'analyse, en 2022, le Québec est l'endroit avec le plus fort taux d'utilisation, taux de participation au régime enregistré d'épargne-études. Donc, c'est un changement qui est important. On était la plus faible, on est rendu la province la plus forte. Et donc, ça, il faut quand même le considérer. Un autre élément, c'est quand on répartit le coût. Je vous ai dit à la diapo précédente que le coût était 161 millions de dollars. Quand on répartit ce coût-là,
le 2 tiers va à ceux qui ont les revenus les plus élevés et qui n'ont droit qu'à l'incitatif de base. Donc, je ne l'avais pas dit tantôt, là, parce que j'allais un petit peu rapidement, mais dans l'aide québécoise, l'incitatif québécois qui est offert pour l'épargne-études, bien, ceux qui ont un revenu dans le premier taux du barème d'imposition ont droit à un incitatif supplémentaire sur le premier 500 $. Ceux qui sont assujettis entre le premier et le deuxième taux ont droit à un incitatif un peu plus faible mais sur le premier 500 $, mais ils ont également droit à un incitatif supplémentaire. Et ceux dont le revenu familial excède le deuxième taux du barème ont simplement droit à l'incitatif de base. Mais c'est cet incitatif de base-là sur ceux qui ont le revenu au-dessus du deuxième taux qui représente le 2 tiers du coût du régime. Et si on regarde l'évolution en 10 ans de ce coût-là, donc pour les bénéficiaires qui ont droit à l'incitatif supplémentaire, en plus de l'incitatif de base qui sont sous le premier taux, bien, ils ont vu le coût généré par eux augmenter de 2 millions, soit 17 pour eux. Ceux qui sont entre le premier et le deuxième taux, qui ont droit à l'incitatif de base, mais plus un incitatif supplémentaire de 5 sur le premier 500 $, ont vu générer un coût pour l'incitatif québécois de plus 15 millions, donc une hausse de 88 %. Mais ceux qui n'ont droit qu'à l'incitatif de base, c'est 49 millions de plus de coûts. On est passé de 36 à 85 millions. Et donc, ça génère 136 % de variation pour ce simple groupe-là. Et donc, le programme a doublé en coût entre 2013 et 2022, passant de 65 à 130 millions de dollars. Maintenant, on arrive à des options de politique. On dit, ben, si Québec est la seule province à offrir une aide à la cotisation dans le régime, à part le gouvernement fédéral, donc les autres provinces n'en offrent pas, peut-être qu'il y aurait lieu de resserrer cet incitatif québécois-là. Donc, on a 2 scénarios. On n'a pas vraiment de préférence entre les 2 scénarios, mais on les présente au ministre des Finances. Donc, dans le scénario A, on diminue l'incitatif de base de 10 à 5 %, mais on majore les incitatifs supplémentaires sur les premiers 500 $ de 20 à 35, de 15 à 25, de 0 à 15. Donc, il y a un troisième groupe ici qui aurait maintenant droit à un incitatif supplémentaire sur le premier 500 $. Et tout ça apportera une économie de 30 millions. Le scénario B, c'est on laisse tomber l'incitatif supplémentaire et l'incitatif de base. On n'a qu'un seul incitatif et on le majore pour ceux qui sont sous le premier taux à 30 % sur l'ensemble des cotisations faites et non pas 30 % sur le premier 500 $. Le deuxième taux, il s'en va à 20 % sur l'ensemble des cotisations annuelles faites. Pour ceux qui sont entre 103 000 et 126 000, ça reste le même taux qu'avant. Et pour ceux qui auraient 126 000 et plus de revenus familial, il n'y aurait plus d'incitatif québécois à l'épargne-études. Donc, c'est un peu les 2 scénarios qui sont proposés. Dans les 2 cas, on génère une économie de 30 millions de dollars. Alors, en guise de conclusion sur les mesures qui sont destinées aux familles, bien, ce qu'on a cherché à faire dans le cadre des réflexions des 2 premières analyses, c'était de dire, bien, il y a une politique familiale qui existe au Québec. Elle offre une certaine générosité pour les familles à bas revenus. On veut s'assurer de maintenir, de conserver cette générosité accrue-là pour les ménages aux revenus les plus bas. Puis on veut le faire en dégageant certaines économies d'impôts qui pourraient servir en ciblant les gens à revenus plus élevés. Donc, c'est ce qui a été fait dans les 2 cahiers présentés. Il y a un troisième cahier, il y a d'autres cahiers de recherche. Évidemment, on avait parlé d'un thème famille et d'un thème aîné. On va maintenant aller du côté du thème aîné. C'est notre troisième étude. Dans un tel contexte, je vais vous faire une mise en contexte de l'analyse pour les aînés. Je vais laisser Suzy et Tommy poursuivre par la suite. Et donc, il y a un nombre de mesures qui est en augmentation pour les aînés, mais il y a aussi la population aînée qui est en croissance. Et là, vous pouvez voir qu'il y a 10 ans à peine, les aînés représentaient
17% de la population québécoise. Puis 10 ans plus tard, on est rendu à 21% de la population québécoise. Et dans 10 ans, on sera rendu à 24% de la population québécoise. Donc, il y a une augmentation de la proportion des aînés dans la population québécoise. Ça, c'est un premier élément de constat. Avec les mesures qui se sont ajoutées, qu'elles soient crédit d'impôt remboursable, non remboursable, le fractionnement, la non-imposition de certains éléments, on peut voir dans le graphique que la proportion du coût des dépenses fiscales pour les aînés, qui était autour de 5% au début de la période analysée, bien, 10 ans plus tard, on est rendu à 11%. Donc, le coût dans la proportion des mesures fiscales a cru en importance. En proportion, mais aussi en argent absolu. Donc, alors qu'on donnait à peu près moins d'1 milliard aux aînés en mesures fiscales particulières, on est rendu à près de 4 milliards qu'on offre en 2024. Donc, un changement qui est quand même significatif. Puis vous voyez que le gros du changement, puis on va y revenir, mais se fait à partir de 2022. Donc, vous allez voir, le gros du changement s'explique, et je vais vous aborder ça exactement tout de suite avec cette info. Donc, en 2022, il y a eu des élections, et avec cette élection-là, il y a eu la bonification de l'allocation aux aînés. L'allocation aux aînés, c'est une mesure qui n'existait pas il y a 10 ans. Elle a vu le jour suite aux élections de 2018, un montant assez modeste de 200 $ par aîné de 70 ans et plus. On va en parler un peu plus loin. En 2021, elle a été doublée. Elle est passée à 400 $. Et en 2022, suite aux élections, elle est passée à 2000 $. Donc, très vite, la mesure a été fortement bonifiée. Et nous, ce qu'on dit ici, bien, avec les élections, on est allé un peu vite. Il aurait été préférable de prendre un peu plus de temps et de dire oui, on bonifie l'allocation aînée, mais on en profite pour analyser d'autres mesures qui sont destinées aux aînés qui sont peut-être moins pertinentes dans un contexte de bonification. C'est le genre d'exercice qui a déjà été fait dans le passé, que ce soit au gouvernement fédéral ou ailleurs, mais notons au gouvernement fédéral, quand on a mis en place l'allocation canadienne pour enfants, bien, on a remplacé l'ancienne prestation fiscale pour enfants, l'ancien crédit d'impôt pour activité physique des enfants, l'ancienne prestation universelle de garde d'enfants. On a remplacé des choses pour créer quelque chose de nouveau. Ici, on aurait pu faire ça, mais je pense qu'on ne s'est pas donné le temps de le faire. Et là, je vais vous dire dans les prochaines diapos ce que nous allons analyser. Donc, crédit d'impôt en raison de l'âge, crédit d'impôt pour revenus de retraite. Vous voyez ici des montants. Donc, crédit d'impôt en raison de l'âge, 302 millions. Crédit d'impôt pour revenus de retraite, 269 millions. Le fractionnement de revenus de retraite entre les aînés de 65 ans et plus, 148 millions. Crédit pour maintien à domicile, 752 millions. Puis soutien aux aînés, 1,8 milliard. Donc, le crédit dont je viens de parler, mais l'allocation dont je viens de parler, mais qu'on reparlera un peu plus loin. Donc, pour poursuivre, je vais laisser Suzy vous présenter et Tommy les prochaines mesures fiscales. Merci, Luc. Tout est ouvert. Oui, c'est bon. Donc, je commence avec les premiers crédits qu'on a analysés plus en détail, c'est le crédit en raison de l'âge et le crédit pour revenu de retraite. Donc, le crédit en raison de l'âge, la seule façon d'y avoir droit, c'est simplement d'atteindre l'âge de 65 ans. C'est un crédit dont l'économie maximale, c'est un crédit non remboursable. Donc, pour y avoir droit, il faut donc avoir des impôts à réduire. Une économie maximale de 532 $ et ce crédit-là, il est réductible en fonction du revenu. Il y a un équivalent fédéral aussi. Pour ce qui est du crédit pour revenu de retraite, il n'y a aucune limitation liée à l'âge. Cette fois-là, la limitation dépend du revenu, c'est-à-dire qu'il faut avoir des revenus de pension, grosso modo des revenus de pension privés pour être admissible au crédit pour revenu de retraite. Dans ce cas-là, l'économie maximale est de 472 $. C'est aussi un crédit non remboursable et l'économie, elle est réductible aussi en fonction du revenu. Il y a un crédit pour revenu de retraite fédéral, mais dans ce cas-là, il n'est pas indexé. Il a le même montant depuis plusieurs années et il n'est pas réductible non plus dans le cas du crédit fédéral. Les crédits se cumulent, c'est-à-dire que si moi, en tant qu'aîné, j'ai des revenus de pension et atteint l'âge de 65 ans, j'additionne l'ensemble des crédits possibles
Et ensuite, je vais les réduire en fonction de mon revenu. Ils sont cumulables aussi pour l'ensemble de la famille. Pour ça aussi, il y a plusieurs données analysées dans le document qui est publié aujourd'hui et plusieurs propositions. Je vous fais part de certains des éléments qu'on a couverts, mais pas l'entièreté. Je vous invite donc, bien sûr, à aller le voir. Quelles seraient les options de politique concernant le crédit en raison de l'âge? Là, je vous ramène en 1966, où dès à ce moment-là, où le crédit existait déjà, la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, donc une commission fédérale, disait dès lors que c'était un crédit qui est difficile à justifier. Pourquoi un simple critère d'âge nous donnerait une économie d'impôt? Pourquoi à 65 ans moins un jour versus 65 ans plus un jour, j'aurais droit à une économie alors que la situation financière et la capacité contributive, par exemple, n'auraient pas du tout bougé. Donc, est-ce que c'est une mesure qui se justifie? Donc, à l'époque, on proposait, en 1966, d'abolir ce genre de crédit-là. En 2015, la commission d'examen sur la fiscalité n'est pas allée jusqu'à proposer l'abolition, mais proposait davantage de rendre ce crédit-là admissible, d'augmenter l'âge d'admissibilité à ce crédit-là, donc de le faire passer, dans leur cas, jusqu'à 75 ans, mais en y allant une année à la fois. L'idée, c'est de dire que si on augmente une année à la fois, c'est que au moment du changement, ceux qui ont droit à ce crédit-là vont continuer à y avoir droit jusqu'à la fin de leur jour, finalement, mais qu'il n'y aurait pas de nouveaux bénéficiaires. Au budget qui a suivi la commission, donc 2015-2016, on annonce qu'on va dans le sens de la recommandation et que le crédit en raison de l'âge va passer, pas jusqu'à 75 ans, mais l'âge d'admissibilité va croître de 65 à 70 ans à coût d'une année par année entre 2015 et 2020, faisant donc en sorte qu'il n'y a aucune personne qui a droit qui vont le perdre, mais qu'on ne créera pas de nouveaux bénéficiaires. Or, on se retrouve en début 2017, au moment où les déclarations d'impôts pour l'année 2016 devront être complétées. On est tout juste à ce moment-là. Donc, pour 2016, c'est la première année où on passe à 66 ans. Et là, il y a des articles disant il y a un changement, on va en perdre. Donc, le gouvernement, devant un peu les réactions à ce moment-là, décide de ramener l'âge d'admissibilité à 65 ans. Et je les cite, pour tenir compte des inquiétudes suscitées par cette réforme. Je vous rappellerai donc que le changement ne faisait pas de perdants, ne faisait plus de bénéficiaires, mais ceux qui avaient droit ne le perdaient pas. Cet exemple-là, je pense que c'est un très bon exemple des difficultés dans la révision des mesures fiscales, alors même que quand on veut faire un changement qui ne crée pas de perdants, on se retrouve à avoir beaucoup de difficultés parce qu'il y a des réactions importantes dans les médias notamment ou parmi la population. Donc, c'est certain que ce n'est pas facile d'aller dans le sens de modification à des mesures fiscales qui sont déjà en place. Malgré tout, notre recommandation, notre proposition, notre option considérée pour le crédit en raison de l'âge, c'est d'aller dans le même sens que ce qui a été fait en 2015, c'est-à-dire de faire passer l'âge d'admissibilité de 65 à 70 ans. Ça générait une économie la première année de 18 millions de dollars. À terme, si on est en dollars de 2023 et avec la population de 2023, les chiffres utilisés pour l'analyse, on se retrouve à une économie de 81 millions de dollars. Je vous rappelle que cette modification ne ferait pas de perdants parmi les bénéficiaires actuels de la mesure. Concernant le crédit pour revenu de retraite, en 2015, la commission d'examen sur la fiscalité, de son côté, proposait d'abolir ce crédit-là. Ce qui indiquait, c'est que le crédit conférait aux contribuables qui avaient des revenus de retraite comparativement à d'autres qui ont d'autres types de revenus, un avantage qui était peut-être un peu difficile à justifier d'un point de vue d'équité, d'un point de vue aussi d'incitation au travail et différents éléments. On est un peu d'accord avec cette analyse-là. Donc, notre première option est aussi de dire que ce crédit pour revenu de retraite n'a pas nécessairement de réelle justification. Donc, on propose son abolition. L'économie, dans ce cas-là, pour le gouvernement, serait de 248 millions de dollars.
On a par contre une deuxième option en disant si le gouvernement souhaite garder ce crédit-là, il y a certaines options à envisager ou des modifications. Une de ces modifications-là dont je vous parle, c'est de la limiter minimalement aux personnes âgées de 65 ans et plus. Il y a environ, nos données indiquaient qu'il y avait environ 5 des ménages qui utilisaient le crédit qui avaient moins de 65 ans. Donc, on limiterait minimalement aux 65 ans et plus, ce qui veut dire une économie de 13 millions de dollars. Une autre mesure analysée, c'est le fractionnement des revenus de retraite. C'est une mesure qui existe depuis 2007, mise en place par le gouvernement fédéral, auquel le gouvernement du Québec s'est associé aussi, donc a laissé ça. Par contre, depuis 2014 au Québec, la mesure, elle a été resserrée en partie. Elle n'est donc admissible maintenant qu'aux personnes de 65 ans et plus. Ça leur permet donc aux gens de 65 ans et plus qui sont en couple, de déduire de leur revenu imposable un montant qui ne serait pas supérieur à 50 de leur revenu de pension admissible. Là aussi, s'il s'agit de revenus définis, là, qui sont des revenus, grosso modo, les revenus privés. On exclut de ça le RRQ et la pension de sécurité de la vieillesse. Donc, c'est possible de fractionner ou de transférer à son conjoint fiscalement. Il s'agit d'un transfert fictif, donc dans la déclaration de revenus, pour qu'il soit inclus dans la déclaration du conjoint. L'idée derrière ça est de possiblement de bénéficier d'un taux moindre sur une partie des bénéficier d'un taux d'imposition moindre, donc d'avoir une économie d'impôt. Donc, c'est un peu le principe. En 2019, à la Chaire, on avait déjà analysé le crédit pour le fractionnement des revenus de retraite. On avait fait une série d'observations à leur égard qui sont encore vraies aujourd'hui, qu'on rappelle dans le document qu'on a actualisé dans notre document. Il y a plusieurs... c'est une façon de faire qui est assez simple, mais qui est, dans les faits, comme je disais, c'est un transfert fictif de revenus de retraite, mais c'est un transfert réel de charges fiscales. Fait que c'est des éléments qu'il faut avoir en tête, qu'il faut se rappeler. C'est aussi complexe dans le sens où il y a plusieurs interactions avec d'autres mesures, particulièrement au Québec, où ça amène à une interaction avec le crédit. Je viens de vous parler du crédit pour revenus de retraite. Ça a donc une interaction avec ce crédit-là parce que le transfert fictif de revenus de retraite fait en sorte que des gens qui n'avaient pas avant des revenus de retraite admissibles au crédit pour revenus de retraite, il y aurait maintenant droit grâce à ça. Donc, ce n'est pas à négliger aussi. Si on regarde l'utilisation, qui sont les gens qui utilisent, quels sont les revenus des personnes qui utilisent les revenus de retraite? Donc, il s'agit de personnes qui, à 37 sont dans la première tranche de revenus. Donc, on voit qu'il y a une portion importante des gens qui bénéficient de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de la maximisation de l'utilisation du crédit pour revenus de retraite, parce qu'ils n'en ont pas réellement, mais ils vont en bénéficier grâce à ce transfert fictif de revenus de retraite. Il y en a 50 qui sont, eux, dans la deuxième tranche de revenus, donc entre 46 000 et 92 000 de revenus. Donc, c'est ça, grosso modo, les plus grands utilisateurs. Dans l'analyse, il y a plus de détails là, en fonction de l'âge aussi. Pour ce qui est du montant moyen fractionné, le montant moyen, on voit qu'il augmente avec le revenu. Donc, plus le revenu est élevé, plus le montant fractionné est élevé lui aussi. C'est le cas aussi pour l'économie d'impôt générée. Plus les gens ont un revenu imposable élevé, plus l'économie générée par le fractionnement du revenu de retraite dans les couples va être grande. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les options de politique? Je vous en présente deux ici dont on parle, notamment, comme ça avait été aussi recommandé à la commission, commission d'examen sur la fiscalité, comme on avait recommandé aussi en 2019, on dit le montant max, il devrait y avoir un plafond à ce qui est possible de fractionner. Donc, on limiterait à 25 000 En fait, on limite, les seuls couples qu'on limite ou les seules personnes où on met une limitation sont ceux qui auraient donc des revenus de retraite annuels de 50 000 et plus. L'économie en faisant ça est estimée à peu près 6 millions de dollars.
Un autre changement qu'on propose et qui serait relativement simple à faire de façon administrative, il nous semble, c'est d'éliminer l'interaction avec le crédit pour revenu de retraite. Donc, de faire en sorte que ça ne soit pas grâce au transfert fictif de revenu de retraite qu'on puisse bénéficier du crédit pour revenu de retraite. En faisant ça, on aurait donc une économie de 30 millions de dollars. Voici donc pour les recommandations pour ces mesures-là. Donc, merci, Suzy. Donc, bonjour. En 2021, on avait publié un cahier de recherche sur le crédit maintien à domicile des aînés. Puis aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est essentiellement une actualisation puis une bonification de certains pans de l'étude avec de nouvelles données dans le contexte de l'examen des dépenses fiscales. Donc, d'abord, un bref rappel. Le crédit pour maintien à domicile des aînés, il a été introduit en 2000. L'objectif principal, c'était de soutenir les personnes âgées de 70 ans et plus qui voulaient demeurer dans leur milieu de vie habituel. Puis, le crédit vise à alléger les coûts du service de maintien à domicile. Le crédit a été modifié plusieurs fois, presque toujours par des élargissements, tant du côté des services admissibles que du taux du crédit. D'ailleurs, actuellement, on est dans une période de bonification où le taux du crédit passe de 35 à 40 à raison d'une augmentation d'1 point de pourcentage par année. Donc, on est à 38 pour 2024. Et le crédit s'applique à des dépenses admissibles qui vont jusqu'à 19 500 $ pour les années autonomes et 25 500 $ pour les années non autonomes. Ce qui fait qu'en 2024, un aîné autonome peut bénéficier d'un crédit maximal de 7 410 $. Tandis qu'un couple d'aînés autonomes peut recevoir jusqu'à 14 820. Donc aussi, au fil du temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 seuils de réduction qui ont été introduits, mais je vais vous en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ce que vous voyez maintenant à l'écran, ce sont des données pour l'année 2022. On peut voir qu'environ le quart des utilisateurs du crédit étaient âgés de 70 à 74 ans. Un autre quart était âgé de 75 à 80 ans, puis un peu plus du tiers était âgé de 80 à 89 ans, puis environ 12 de 90 ans et plus. Lorsqu'on compare avec le poids dans la population de 65 ans et plus, ce qu'on peut voir, c'est que chez les 70 à 74 ans, puis chez les 90 ans et plus, on a une proportion plus faible d'utilisateurs du crédit que leur poids dans la population. Chez les 75 à 79 ans, le ratio utilisateur du crédit versus population est assez similaire, tandis que chez les 80 à 89 ans, on utilise davantage le crédit que le poids dans la population. Maintenant, ce que vous voyez apparaître, c'est le coût, si on répartit l'ensemble des coûts du crédit. Donc, on voit qu'il y a près de 80 des coûts du crédit qui sont associés aux bénéficiaires de 80 ans et plus. Donc, la tranche 80-89 puis 90 et plus, alors qu'ils représentent un peu moins de la moitié des utilisateurs du crédit, puis environ 41 de la population de 65 ans et plus. Donc, ça découle du fait que, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, le crédit moyen augmente avec l'âge. Donc, il passe de 363 $ en moyenne chez les bénéficiaires de 70 à 74 ans. Il grimpe à 667 $ chez les 75 à 79 ans, 1537 chez les 80-89 ans, puis 3058 chez les 90 ans et plus. Si on refait le même exercice par tranche de revenus, puis pour les fins de l'exercice, vous voyez à l'écran les zones de revenus qu'on a créées. La première, en jaune, c'est la zone où le crédit fait l'objet d'aucune réduction. Ensuite, la deuxième en vert, c'est la première zone de réduction à 3 %. La suivante, en orangé, c'est la zone de réduction à 7 %, mais qu'on fait terminer ici avec le seuil de sortie pour une personne seule autonome. Ici. L'autre en bleu est aussi la zone de réduction de 7 % qui se prolonge jusqu'au seuil de sortie pour les couples autonomes. Puis finalement, en rouge, c'est la zone où il n'y a plus de crédit pour les personnes autonomes, donc les bénéficiaires dans cette zone-là sont non autonomes. Et puis, donc, la croissance en fonction de l'âge qu'on observait tout à l'heure, on l'observe aussi dans chacune des tranches de revenus analysées. Ce qu'on observe aussi, c'est que le crédit augmente en fonction de la tranche de revenus. Par exemple, si vous regardez dans la première tranche à gauche, chez les revenus de moins de 61 725, donc ceux où est-ce qu'il n'y a pas de réduction de revenus dans cette tranche-là, de réduction du crédit, excusez-moi, le crédit moyen passe de 349 $ chez les 70 à 74 ans jusqu'à 2926 chez les 90 ans et plus. Si on va tout à droite, dans la dernière tranche, on passe plutôt de 3 767 chez les 70 à 74 ans jusqu'à 6 000 pour les 90 ans et plus. Donc, le crédit moyen augmente avec l'âge, oui, mais il augmente aussi avec le revenu, puisqu'on a davantage les moyens de se payer des dépenses admissibles. Maintenant, les seuils de sortie, donc le moment à partir duquel on n'a plus accès au crédit, on voit qu'il est assez élevé, mais malgré l'introduction de 2 zones de réduction. Donc, pour un aîné autonome seul, c'est à près de 200 000 $ en 2024, puis ça atteint 305 000 $ pour un couple d'aînés autonomes. Ça veut dire qu'on peut avoir perdu notre pension de sécurité de vieillesse, donc on est considéré pleinement en mesure d'assumer nos dépenses avec notre revenu, mais que malgré tout, on peut bénéficier d'un soutien pour demeurer à domicile selon les paramètres actuels du crédit.
Ça nous amène à discuter de quelques options de politique. Donc, une première, ce serait d'envisager l'augmentation graduelle de l'âge du crédit de 70 à 75 ans, afin que le crédit s'applique à partir du moment où les gens en ont davantage besoin. Donc, je vous rappelle qu'actuellement, les 70 à 74 ans représentent un peu plus du quart des utilisateurs, mais seulement 8 des coûts. Donc, plus généralement, on devrait, lorsqu'on a un crédit qui est lié à l'âge, ça devrait faire l'objet d'une révision régulière pour qu'on s'assure que l'âge correspond toujours à l'objectif qui était souhaité. Deuxième élément, deuxième option, le resserrement des paramètres de réduction en fonction du revenu. Donc, par exemple, avec un seuil de sortie qui ferait autour de 142 000 en 2022, ce serait plus comparable avec la PSV. C'est sûr que ce n'est pas la panacée, au sens que quand on regarde les contribuables qui sont dans les 2 dernières tranches de revenus, on parle d'un peu plus de 1000 contribuables puis des coûts associés à 5 millions de dollars. Donc, ce n'est pas énormément d'économies, mais néanmoins, pour être cohérent avec le reste du système fiscal, ça pourrait être pertinent d'envisager cette option-là. La troisième option, c'est de réévaluer périodiquement les dépenses admissibles au crédit avec une attention particulière aux aînés qui demeurent à la maison. Donc, ça ne fait pas partie des données qu'on vous a présentées aujourd'hui, mais dans notre étude antérieure, puis dans le cahier, on a quelques éléments là-dessus. Mais les coûts du crédit sont captés davantage, puis de loin, par les aînés qui vivent en RPA. Donc, la réévaluation des dépenses peut conduire à ajouter de nouvelles dépenses admissibles pour mieux répondre aux objectifs, comme ça s'est fait assez régulièrement dans le passé, mais ça pourrait aussi amener à éliminer certaines dépenses qui sont plus requises pour atteindre les objectifs du crédit. Finalement, le crédit pour maintien à domicile est devenu au fil des années, puis Luc vous a présenté, on s'attend à 752 millions de valeur du crédit en 2024. Donc, c'est devenu un des principaux crédits pour les aînés et comporte plusieurs éléments donc, de dépenses admissibles paramètres qui ne sont pas si faciles à comprendre pour plusieurs aînés. Donc, c'est important de tenter de le conserver aussi simple que possible, puis de voir si on peut aller encore plus loin dans l'automatisation des paramètres, comme on l'a fait avec le loyer plancher, là, où on avait accès à l'âge, au revenu puis au statut de locataire du contribuable. Donc, on a pu verser le crédit même si l'aîné n'en faisait pas la demande. Ça fait le tour du survol rapide du crédit pour aujourd'hui. Donc, Luc, je te redonne la parole. Merci. Et je reviens sur le soutien aux aînés dont j'avais un petit peu parlé en entrée de section sur les mesures pour les aînés. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, comme on l'avait dit, crédit fortement bonifié de inexistant avant 2018 à 200 400 2000 maintenant depuis 2022. C'est un crédit à l'origine qui était censé vraiment être un soutien aux aînés à faible revenu. Vous allez voir, on est de moins en moins dans le soutien des aînés à faible revenu, donc on ne respecte pas l'objectif de la mesure. Il faut comprendre que oui, le crédit est réductible, mais ça fait quand même que les seuils de sortie sont quand même un peu loin. Et là, on a un système qui est particulier avec cette mesure-là, donc on a une mesure qui n'est pas indexée comme telle, seul le seuil de réduction est indexé. Et ce qui fait en sorte que, comme on veut, il y a aussi un autre mécanisme pour garder le seuil de sortie au même endroit, ce qui fait que le taux de réduction augmente d'une année à l'autre. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait faire. Regardez ici les constats. Avant la bonification, les seuils de sortie étaient entre 32 et 56 000. Ils sont maintenant entre 64 000 et 119 000 après la bonification de 2022. C'est ça. Donc, c'est quand même des seuils de sortie qui sont très loin d'aider les aînés à faible revenu. Donc, il y a 85 des ménages aînés qui ont droit de 70 ans et plus. Donc, encore une fois, ça confirme qu'on couvre beaucoup plus large que l'objectif qui avait été initialement fixé. Ici, tantôt, on vous a dit, donc le taux de réduction est appelé à diminuer. Bien, vous le voyez, à l'origine, le taux de réduction était de 5 passé à 5,16, 5,31. On estime, là, en indexant pour les années futures, là, que le taux de réduction va atteindre 6 en 2033. Donc, le montant de 2 000 ou 4 000, selon qu'on soit un couple ou une personne seule, ne bouge pas. Le seuil de réduction se déplace, mais par la suite, la diminution se fait un peu plus rapidement parce qu'on maintient un seuil de sortie équivalent. Ce qu'on propose, nous, dans le fond, pour revenir un peu plus sur l'objectif, si on accepte que pour les personnes seules, le montant soit le bon, le seuil de réduction soit au bon endroit et que le taux de réduction, ça va bien. Quand on arrive pour les couples, nous, ce qu'on a proposé essentiellement, c'est pour un couple, une fois que une fois qu'on a franchi le seuil où un aîné seul n'a plus droit à rien,
on propose de doubler le taux de réduction pour les couples au-delà de ce seuil-là. Essentiellement, c'est ce qu'on propose. Puis ça ramènerait donc un peu moins de ménages à revenus plus élevés, particulièrement chez les couples, à avoir accès à ce crédit-là. Oui, c'est un resserrement, mais c'est un resserrement qui est en droite philosophie avec l'objectif. Sinon, le gouvernement devrait changer l'objectif et dire ce n'est pas simplement aux gens à faible revenu que je veux aider, mais les gens faible revenu, revenu moyen et même un début de revenu élevé parce que des aînés en couple à 120 000 on est dans les revenus, on est dans moins de 10 des aînés, on est donc dans les gens ayant des revenus élevés. Donc, en guise de conclusion, pour les mesures qui touchent les aînés, là, donc, ce qu'on propose améliorerait l'atteinte des objectifs des mesures. Par contre, on l'a déjà souligné, Suzy l'a fait ressortir, c'est dur de modifier des mesures existantes, donc c'est déjà tout un défi. Puis on l'a dit ça aussi, fait que je vais juste leur dire en 3 mots. Ben, en 2022, avec la forte bonification du soutien aux aînés, on a probablement raté l'opportunité de faire le ménage dans les autres mesures et concentrer l'aide vers le soutien aux aînés au détriment des mesures un peu moins performantes et pertinentes rendues en 2024. Ce qui nous amène au 4e document qu'on publie aujourd'hui. C'est notre dernière étude. Elle porte essentiellement sur des mesures qui peuvent être réductibles en fonction du revenu ou qui pourraient l'être. Il y a 6 mesures qui vont être analysées dans le cadre du présent regard. Et on montre ici qu'il en existe déjà, crédit solidarité, allocation famille, prime au travail, soutien aux aînés. C'est toutes des mesures dont la générosité diminue au fur et à mesure que le revenu d'un contribuable s'accroît. C'est la même chose aussi du côté de certaines mesures. Crédit d'impôt pour frais de garde, Suzy vous l'a présenté plus tôt, c'est déjà un crédit qui est réductible en fonction du revenu. Crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité, j'en ai parlé, donc le taux qui peut réduire de 80 à 20 donc on le voit bien ici, donc un crédit donc, qui est aussi réductible en fonction du revenu. Si ces 2 mesures-là, puis les autres mesures que j'ai nommées sans présenter d'illustration sont réductibles en fonction du revenu, est-ce qu'il devrait en avoir d'autres? Et là, je vais laisser Suzy vous présenter pour débuter le montant personnel de base ou le crédit d'impôt de base qui pourrait faire l'objet d'une réduction en fonction du revenu. Exactement. Donc, le montant de base, ce n'est pas une dépense fiscale dans la documentation, ça fait partie du régime fiscal de base. Ça correspond essentiellement à un revenu pour lequel il n'y a pas vraiment d'imposition qui vise à reconnaître les besoins essentiels. Au Québec, en 2024, il est équivalent, c'est un montant de 18 056 $. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il est toujours nécessaire, à partir d'un certain seuil de revenus, de bénéficier d'une mesure fiscale pour reconnaître les besoins essentiels? Y a-t-il un niveau de revenu où peut-être on n'en aurait pas, ça ne serait pas nécessaire? On ne répond pas directement à ça, dans ça. Ce qu'on met de l'avant, c'est qu'il existe à certains endroits une différence pour le montant, le crédit d'impôt de base ou le montant personnel de base. C'est le cas au fédéral et en Nouvelle-Écosse, où il y a un élément de réductibilité qui a été ajouté au montant personnel de base. On ne va peut-être pas aussi loin que ce qui est proposé dans cet égard-là, mais ce qu'on offre, on a mis de l'avant comme option politique concernant le crédit d'impôt de base, c'est de ne plus indexer le crédit d'impôt de base pour les contribuables qui sont assujettis au 4e taux d'imposition dans le barème, le taux le plus élevé au Québec, et ça jusqu'à temps que l'équilibre budgétaire soit atteint ou jusqu'à tant qu'il n'a pas été atteint. C'est selon comme on le dit. Donc, à partir du moment où l'équilibre serait atteint, on recommencerait à indexer le montant personnel de base pour les gens du 4e taux, mais il se serait créé un écart entre ce montant personnel de base-là pour les plus nantis, ou ceux du la 4e tranche du barème d'imposition et les autres. Voilà ce qu'on imagine qui pourrait être mis de l'avant concernant le montant personnel de base. L'économie générée serait de 22 millions la première année et de 38 millions la seconde année. Ça s'ajoute comme ça jusqu'à temps qu'on arrête, bien sûr.
Je vais poursuivre avec les fonds fiscalisés, donc notamment le Fonds de travailleurs, Fonds de solidarité de la FTQ, Fonds d'action de la CSN, Fonds capital régional. Donc, on montre ici dans un premier temps l'utilisation du crédit, puis on peut quand même voir que du côté des fonds de travailleurs, ben, il y a 24 des gens qui l'utilisent, qui ont un revenu supérieur à 100 000 $. Si on va du côté capital régional des jardins, ça va même autour de 29 des gens, des déclarants, qui ont un revenu, selon les statistiques d'utilisation de 2019, au-dessus de 100 000 $. Bon, c'est pas un crime, c'est correct. Donc là, on vous présente, donc, il y a 410 000 bénéficiaires du côté des fonds de travailleurs. Ça a un coût de 229 millions. Le taux est de 15 sur un maximum de 5 000. Et un élément pour lequel on voulait attirer l'attention, c'était que dans le budget de mars 2023, il devait avoir une nouveauté à partir de 2024. Cette nouveauté-là a fait l'objet d'un moratoire. Elle va s'appliquer seulement à partir de 2027. C'est qu'il y a des gens qui n'auraient pas eu droit de bénéficier du crédit d'impôt pour fonds de travailleurs. Donc, au-delà d'un certain seuil de revenus, on n'était plus admissible au crédit d'impôt pour fonds de travailleurs. Ça avait été annoncé dans le budget de mars 2023, applicable au 1er janvier 2024, moratoire qui repousse cette entrée en vigueur au 1er janvier 2027. La particularité qu'il y a là-dedans, c'est que si un contribuable québécois n'a pas droit au crédit d'impôt du Québec pour fonds de travailleurs, la manière dont la législation fédérale est faite, il perd également le crédit d'impôt fédéral pour fonds de travailleurs, parce que pour avoir droit au crédit d'impôt fédéral pour fonds de travailleurs, il faut être admissible à un crédit des provinces. Donc, si on n'y a pas droit au Québec, on n'y a plus droit au fédéral. Donc, c'était un double effet de la décision qui avait été annoncée dans le budget de mars 2023. Donc, nous, ce qu'on propose, on dit, en lieu et place, plutôt que d'enlever des contribuables non admissibles au crédit d'impôt pour fonds de travailleurs, qui avait été annoncé dans le budget de mars 2023-24, on dit en lieu et place, ce qu'il pourrait y avoir, c'est des taux qui soient réductibles. Donc, taux pour les 2 premières tranches du barème, toujours le même taux de 15 comme c'est le cas actuellement. Mais pour ceux qui sont assujettis au 3e taux du barème, le taux du crédit passerait de 15 à 10. Et ceux qui sont assujettis au taux maximum supérieur du barème, le taux serait 5 C'est moins que les taux actuels de 15 sans égard aux revenus, mais c'est plus que la non-admissibilité qui avait été indiquée dans le budget de mars 2023. L'avantage, c'est que si les taux ils sont réductibles, mais qu'ils n'atteignent pas zéro, c'est que les contribuables québécois continueraient, tous ceux qui contribuent au Fonds de travailleurs continueraient d'avoir droit au crédit fédéral. Et dans ce contexte-là, on pense que c'est une mesure qui est plus opportune que la proposition qui avait été initialement faite. Et on revient à l'idée que si le crédit pour infertilité, le crédit pour frais de garde réduit selon le revenu du contribuable, bien, ce crédit-là également pourrait réduire. Donc, c'est un peu l'idée qu'on voulait aborder ici en lieu et place du moratoire qui a été fait. Puis, si on applique un crédit réductible selon le revenu qu'on a dans le barème d'imposition, si on le fait pour le Fonds de travailleurs, il faudrait aussi le faire pour Capital régional des jardins. Donc, c'est la même logique. Un crédit plus ciblé, il y a moins de bénéficiaires, mais on garderait un peu la même logique où plus vos revenus sont élevés dans le barème d'imposition, bien, plus le taux du crédit serait faible. On manque de temps, je les saute un peu, là, mais on garde la même logique aussi pour 2 mesures qui touchent plus certains diplômés. Là. Donc, il y a des crédits d'impôt, il y a un crédit d'impôt à l'égard des intérêts payés par un prêt étudiant, les nouveaux diplômés en région. Bien, encore une fois, si vous êtes dans le premier taux du barème, il n'y aurait pas de changement, mais plus vos revenus sont élevés, plus le taux du crédit serait amoindri dans la même logique que ce que je vous ai présenté. Ce qui nous amène à conclure cette section sur la 4e étude-là, c'est toujours un élément commun qui ressort. Là, ça sera un recentrage des mesures vers les ménages à revenus plus bas. Donc, on n'enlève pas,
n'enlève pas l'accès aux ménages à revenus plus élevés, mais on réduit le taux, si bien qu'il y aura un recentrage du coût, de la proportion de l'aide qui irait vers les ménages à revenus un peu plus modestes. Donc, il nous reste des analyses. On en a déjà fait 11 jusqu'à présent. Je ne vous dis pas le nombre à venir, mais vous voyez que le mot analyse est avec des S. Donc, des analyses sur des mesures qui touchent les sociétés, des analyses en lien avec d'autres taxes qu'on n'a pas touchées, carburant, assurance, etc. Et des analyses qui pourraient toucher aussi des mesures qui interagissent entre le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et peut-être même les municipalités. C'est des analyses que nous voulons aborder dans les prochaines semaines, voire prochains mois, tout le moins d'ici le prochain budget du Québec. Donc, notre prochain rendez-vous, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministre des Finances a annoncé que sa mise à jour économique serait faite le 21 novembre prochain. Alors, à la chaire, on aime bien analyser ce qui est le contenu des mises à jour économiques, surtout qu'il y a une possibilité qu'il y ait un peu de fiscalité là-dedans, compte tenu du déficit annoncé dans le dernier budget de 11 milliards. Donc, le lendemain midi, on va faire un midi-conférence et on va décortiquer pour vous le contenu de cette mise à jour économique du ministre Girard qui aura été présentée la veille. Il me reste une seule diapo avant de céder la parole à Tommy s'il veut prendre une ou deux questions. C'est qu'on a une autre midi-conférence de planifier le 28 novembre prochain sur les dons de bienfaisance et justement des manières d'optimiser vos objectifs philanthropiques tout en minimisant un peu les impôts qui en découlent. C'est ma collègue Sophie Bélanger qui sera l'animatrice de ce midi-conférence-là avec deux experts sur le sujet. Merci Luc, merci Suzy. Donc, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais on a deux questions qui sont sur le thème du régime enregistré d'épargne-études. La première question, c'est le scénario proposé pour le REE risque de pénaliser les enfants de familles à revenus élevés parce qu'ils n'ont pas accès aux prêts et bourses, donc obligeant leurs parents à payer leurs études. Est-ce que sans ce soutien-là, donc vu le scénario proposé, on ne va pas entraîner des jeunes à abandonner leurs études parce qu'ils vont devoir travailler pour subvenir à leurs besoins essentiels? Bon, je n'achète pas le scénario catastrophique là, des jeunes qui abandonneraient leur étude là, parce que l'aide n'existe pas, dans la mesure où le régime enregistré d'épargne-études va continuer d'exister, le volet fédéral va continuer d'exister. Québec est la seule province à en rajouter par-dessus le fédéral en termes d'aide à l'épargne-études. Fait que je pense qu'on peut croire que on peut croire que les ménages à revenus élevés, qui sont d'ailleurs les plus grands utilisateurs du régime d'épargne-études, en quantité d'argent investi et en proportion de leur poids dans la composition des ménages, vont continuer d'utiliser le régime enregistré d'épargne-études. Merci beaucoup. Puis l'autre question qui porte aussi, qui va peut-être mettre en lumière un texte que tu avais écrit l'année passée aussi, là, étant donné que les bons d'études visent les familles à faible revenu, mais qu'il y a un manque d'information de ces programmes-là, puis un manque de fonds des fois pour cotiser, est-ce que ce serait possible d'inscrire automatiquement chaque enfant québécois à sa naissance? Donc, OK. Ouais. J'ai longtemps été un adepte de cette idée-là de dire on devrait inscrire automatiquement les enfants. Et le Québec pourrait même vouloir inscrire eux-mêmes les enfants pour bénéficier du bon d'études canadien offert par le gouvernement fédéral. Mais dans le dernier budget fédéral d'avril 2024, la ministre des Finances a elle-même annoncé que c'est ce qu'elle ferait. Donc, dans le budget 2024, c'est indiqué qu'à partir de l'année 2028-29, tous les enfants admissibles au bon d'études canadien se verraient ouvrir un régime enregistré d'épargne-études et les montants y seraient déposés. Donc, on parle vraiment d'enfants, par contre, nés après. Là, je n'ai pas le texte sous les yeux, là, fait que je ne sais pas si les enfants nés après 2024 ou à partir de mais c'est autour de ça, là, et les comptes vont être ouverts automatiquement. Pour les enfants ou jeunes adultes d'aujourd'hui qui n'ont pas vu leurs parents ouvrir un régime enregistré d'épargne-études et qui auraient eu droit au bon d'études canadien, ils avaient, je crois, jusqu'à 20 ans pour faire une demande à Ottawa et se voir verser tout le bon d'études canadien qu'ils auraient eu droit si leurs parents avaient ouvert un compte.
Et cet âge-là de 20 ans a été repoussé à 30 ans. Là. Et donc, maintenant, les jeunes Canadiens ont jusqu'à 30 ans pour faire une démarche pour dire mes parents avaient des faibles revenus, j'aurais eu droit au bon d'études canadien, personne n'a ouvert un régime enregistré d'épargne-études, et donc envoyez-moi le bon auquel j'aurais eu droit. Et donc, c'est possible de le faire. Donc, c'est quand même de l'information là, à diffuser si vous pensez que des gens se retrouvent dans cette situation-là. Pour confirmer que l'intuition de la personne qui a posé la question était bonne, le gouvernement fédéral prévoyait, si je me souviens bien, qu'il y a à peu près 130 000 nouveaux bénéficiaires là, qui ne touchaient pas le BEC puis qui n'allaient pas le toucher par la suite. Là. Donc, ça fait le tour. Oui, excuse-moi, Luc, vas-y. Non, c'est bon. Donc, c'est une bonne initiative pour s'assurer que tous les gens aient droit à ce qu'ils ont droit, même si des fois l'information ne se transmet pas de manière claire et limpide jusqu'à tous les contribuables. Ça ferait le tour des questions qu'on a eues. On n'a pas eu d'autres, donc ça mettrait fin. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, Luc ou Suzy, pour compléter. Bien, on peut simplement remercier les gens. On a déjà annoncé nos prochaines activités, donc on espère vous compter parmi nous lorsque on réallumera le midi-conférence et nos caméras pour vous voir. Merci à tous. Merci.